Europe 1. Journal de 7 heures présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Bormes-les-Mimosas, sa chaleur, sa mer Méditerranée et son couple présidentiel en vacances. Emmanuel et Brigitte Macron sont bien arrivés au fort de Brégançon dans le Var, lieu de villégiature traditionnelle des chefs d'État. Et du côté de ses ministres, c'est aussi l'heure des congés. Mayalène Trémollet, il y a ceux qui jurent qu'ils ne quitteront pas leur bureau et les autres qui partent, mais jamais trop loin, hein. Oui, quelques règles ont été fixées par Matignon dans une circulaire au gouvernement. Les ministres doivent privilégier les destinations à 2 ou 3 heures maximum de Paris. Si possible dans l'espace Schengen, donner l'adresse de leur villégiature et bien sûr rester disponible à n'importe quel moment au cas où. Comme l'année dernière, plusieurs ministres ont choisi de se rendre dans le sud-ouest. C'est le cas de Bruno Le Maire ou Clément Beaune. Gérald Darmanin sera quant à lui dans les Bouches-du-Rhône. Parmi les nouveaux ministres nommés, plusieurs comptent aussi sur la période des congés pour organiser la rentrée, comme Thomas Cazenave, le successeur de Gabriel Attal au compte public, qui en profitera pour étudier ses nouveaux dossiers. De son côté, la nouvelle secrétaire d'État à la jeunesse, Prisca Thévenot, envisage même de ne pas partir en vacances. D'autres ministres pourraient être sollicités pendant leur congé, comme Catherine Colonna au Quai d'Orsay, dont les vacances pourraient être perturbées par la récente crise au Niger, ou encore Christophe Béchu, qui restera en alerte tout l'été en cas de feu de forêt ou de problèmes liés au climat. Le ministre de la Transition écologique est attendu dans la journée dans l'Hérault pour une visite dans une région particulièrement touchée par la sécheresse. Les indiscrétions de Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. L'actualité à l'étranger avec cette image, l'image de la journée hier qui nous vient de Niamey, la capitale du Niger. Personnes scandant vive Poutine et abat la France devant l'ambassade de France. Soutien aux militaires putschistes du Niger qui ont renversé et emprisonné le président Mohamed Bazoum. Et réaction immédiate de l'Elysée. Aucune atteinte contre les ressortissants français ne sera tolérée. La réplique de Paris serait, je cite, intraitable et immédiate. La réponse se veut ferme, mais pour le journaliste spécialiste du Sahel, Antoine Glaser, après l'expulsion des forces françaises du Mali, la France se trouve encore une fois fragilisée par ces tensions au Niger. Dans une phase quasiment à la fin d'une époque historique où la France se croyait chez elle dans tous ces pays, le Mali, Burkina, les anciennes colonies. Et c'est vrai qu'à la chute du mur de Berlin en 90, la France a continué à faire un peu comme si elle était encore chez elle. Et on voit bien maintenant il y a une sorte de retour de bâton avec les jeunes Américains qui veulent faire payer à la France quasiment 30 ans de présence post-coloniale. Donc c'est la fin d'une époque. Et c'est vrai que vous avez 1100 soldats américains, mais les jeunes Nigériens ne parlent pas des Américains ou des 150 soldats allemands. Il faut comprendre que c'est une période historique qui se termine et c'est vraiment la jeunesse africaine, du souverainisme, panafricanisme, c'est l'ancienne puissance coloniale, etc., etc. Et donc c'est pour ça que c'est la fin d'une période. Et dans le même temps, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pose un ultimatum aux putschistes, le retour de l'autorité constitutionnelle sous une semaine ou un potentiel usage de la force. Les sanctions économiques de cette Union africaine sont-elles déjà tombées? Toutes les transactions commerciales sont coupées avec le Niger. Direction les États-Unis maintenant. Avec cette question, le pays des libertés appliquerait-il de plus en plus la censure? Un juge fédéral américain a suspendu une loi de l'Arkansas qui devait entrer en vigueur demain. Elle prévoyait de rendre responsables pénalement les bibliothécaires et les libraires qui ne retireraient pas les livres jugés dangereux pour les mineurs. Et le cas n'est pas isolé. La censure se répand de plus en plus aux États-Unis où des États comme le Texas et la Floride promulguent des lois visant à interdire certains livres sous couvert de protéger les enfants. Aviva Fried. Oui, selon PEN America, un groupe qui défend la liberté d'expression, entre juillet et décembre de l'année dernière, il y a eu aux États-Unis 1477 cas de livres retirés des bibliothèques scolaires, un record. Il s'agit le plus souvent d'ouvrages traitant de race ou d'orientation sexuelle, et même le journal d'Anne Frank a été retiré pour contenu sexuel. Ça va très loin, et d'autres États réagissent comme l'Illinois, qui a voté une loi interdisant la censure, une nécessité pour son secrétaire d'État Alexis Giannoulias. Les bibliothécaires sont devenus les cibles d'un mouvement qui prétend vouloir la liberté, mais qui en fait promeut l'autoritarisme. Nous en sommes à un point où le simple droit de lire un livre est restreint. Ces attaques contre les livres viennent des conservateurs, même si on n'est pas en reste du côté des progressistes, où on a plutôt affaire à de l'intimidation et de l'autocensure. L'ultra-droite, elle, censure avec des lois.
Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, candidat à la présidentielle, en a même fait son principal argument de campagne. Une tactique qui montre ses limites. Il a dégringolé dans les intentions de vote. La correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Aviva Frida. Europe 1, il est 7h05. La suite de votre journal, Victor Pourchet, Lionel Gaugelot. Attention, dernier jour pour déclarer vos biens immobiliers aujourd'hui. Si vous êtes bailleur privé, vous avez jusqu'à minuit pour déclarer l'intégralité de vos biens sur la nouvelle plateforme en ligne, plateforme qui a causé quelques difficultés aux utilisateurs, d'où le délai supplémentaire qui s'achève donc ce soir. Les logements qui pourraient bientôt devoir passer leur contrôle technique. Comme les voitures, c'est ce que propose Guillaume Vuilletet, député Renaissance, qui a récemment déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Objectif du texte, lutter contre les 450 000 logements occupés mais considérés comme indignes par le ministère de la Transition écologique. Mais alors, à quoi pourrait-il ressembler ce contrôle, Delphine Schiltz ? S'il venait à être mis en place, le contrôle technique des logements serait valable 10 ans. Il serait contraignant. Un propriétaire ne pourrait plus louer son bien s'il ne respecte pas des critères minimaux de décence. Aération suffisante, électricité aux normes, irréprochabilité concernant les parasites et les nuisibles par exemple. Ce contrôle reprendrait aussi tous les diagnostics techniques déjà obligatoires, comme pour le plomb, l'amiante ou le DPE. L'idée, c'est de simplifier, assure le député Guillaume Vuilletet à l'origine de la proposition de loi. C'est une garantie pour le locataire ou pour l'habitant qui va savoir que il prend pas de risque, puis c'est une garantie aussi pour le propriétaire, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui parfois profitent des ambiguïtés pour pouvoir arrêter de payer un loyer par exemple, en disant mais votre logement il n'est pas décent, il n'est pas salubre, etc. Mais cette charge pour les propriétaires irrite Christophe Demerson de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Une mauvaise nouvelle de plus, aujourd'hui nous ce qu'on aspire c'est de la tranquillité, et puis ce qu'on attend surtout aujourd'hui c'est une fiabilisation du DPE, puisque je rappelle que sur les petites surfaces c'est plusieurs millions de logements qui vont sortir de la location. D'après le texte, le propriétaire aurait à charge d'établir lui-même le document du contrôle technique en le consignant sur une plateforme du ministère de la Transition énergétique. Le décryptage de Delphine Schiltz pour Europe 1. Dans l'actualité également, ce grave carambolage qui a fait 3 morts et 5 blessés en urgence absolue entre Lens et Arras hier soir. 3 véhicules se sont percutés sur l'autoroute A26, dont un véhicule de 7 ressortissants britanniques. Et puis l'un des 2 blessés d'un accident dans un parc d'attractions hier dans le Var est mort ce matin. Cet homme victime, comme avec une fillette de 3 ans, de cette structure gonflable qui a été emportée par le vent à Saint-Maximin dans le Var. C'est le maire qui l'annonce à l'instant. On passe au sport, Victor, avec d'abord le football et les supporters de l'Olympique de Marseille qui étaient en pleine euphorie cette nuit. Alors non, ce n'est pas une ambiance de stade que vous entendez, mais bien une foule de fanatiques de l'OM à l'aéroport de Marignane. Et le nom qu'ils acclament, c'est celui d'Iliman Ndiaye, future recrue sénégalaise du club qui descendait de l'avion à minuit 30. Les supporters avaient repéré son arrivée en surveillant le trafic aérien sur Internet et l'attendaient en héros. Ndiaye qui doit passer aujourd'hui sa visite médicale avant de s'engager pour son club de cœur, annonce officielle attendue aujourd'hui. Ambiance plus calme, mais exploit retentissant en golf maintenant. La Française Céline Boutier remporte le tournoi majeur d'Évian après un week-end quasi parfait. C'est une première victoire tricolore depuis 20 ans dans un grand chelem. Céline Boutier, 15e mondiale, qui y croyait à peine juste après sa performance. J'étais vraiment tellement concentrée aujourd'hui à ne pas me projeter, à vraiment rester sur le moment présent, à taper des bons coups, et c'était vraiment... J'ai vraiment mis mon attention vraiment sur ça toute la journée. Après, c'est vrai que le fait d'avoir le trophée, c'est vrai que c'est assez incroyable, mais je ne crois pas que je réalise encore l'envergure de la chose. Après, c'est vrai que Évian, ça a tellement été un rêve. Franchement, je me posais aussi la question si ça allait se réaliser ou pas, parce que c'est vrai que c'est pas facile de gérer la pression de jouer à la maison, de jouer chez soi, surtout quand je joue vraiment 1 fois ou 2 par an. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est vraiment l'expérience, le fait de l'avoir fait déjà plusieurs fois dans le passé. M'ont vraiment aidé pour réussir à mieux gérer cette pression cette semaine. Et Céline Boutier, la pépite du golf français. Autre résultat chez les dames en cyclisme cette fois-ci. La 2e édition du Tour de France Femmes s'est terminée. La néerlandaise Demi Vollering en jaune à l'issue du dernier contre-la-montre à Pau. La meilleure française Juliette Labousse se classe 5e du général. Fin de compétition aussi aux mondiaux de natation. Pas de médaille hier pour les 2 relais 4 x 100 mètres 4 nages. Mais la France repart avec 6 médailles
Marseille, dont 2 nouveaux champions du monde, Maxime Grousset et le phénomène Léon Marchand. Évidemment, eux aussi espèrent le titre suprême. Le 15 de France poursuit sa préparation pour la Coupe du Monde. Qui débutera en France début septembre. Cela fait plus d'un mois maintenant que les joueurs de Fabien Galtier s'entraînent en vue de ce grand rendez-vous. Ils ont bénéficié d'un week-end de repos après plusieurs jours très intenses à Marcoussis où les séances se sont enchaînées à un rythme effréné. Cédric Chasseur. Sur le terrain, les Bleus enchaînent les courses et les plaquages, sans retenue. Les visages sont marqués par la fatigue, mais les joueurs multiplient les séquences sans broncher, encouragés par un staff exigeant, prêt à laisser quelques cordes vocales sur le terrain. Thibaut Giroud, directeur de la performance du 15 de France. Ouais, je gueule un peu, ouais. J'essaye un peu de les pousser fort. Il faut quand même se rendre compte qu'on flirte tout le temps sur la corde entre l'entraînement très intense, le risque de blessure. Il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau parce que ils me détestent encore plus, je pense. Alors rancuniers, les joueurs de l'équipe de France ? Pas du tout, à en croire le pilier de La Rochelle, Reda Vardy. On ne peut pas leur en vouloir. Je veux dire, ce qu'on fait, c'est pour nous. Si on veut évoluer physiquement, on est obligé d'aller chercher cette zone d'inconfort physique. Donc voilà, on est obligé de passer par là pour performer pour la suite et se sentir beaucoup mieux physiquement. Après avoir travaillé sur la vitesse, l'explosivité et leur cardio, les Bleus vont pouvoir désormais se concentrer pleinement sur le jeu avec en ligne de mire un premier test contre l'Écosse samedi à Murrayfield. Et on sera au rendez-vous, le reportage de Cédric Chasseur pour Europe 1. Dans le journal de Victor Pourchet. Merci mon cher Victor, à tout à l'heure, 7h12.